On va donc commencer les présentations de l'après-midi et le premier à passer est M. François Patuel, qui est chercheur à l'Organisation des Nations Unies de la lutte, Organisation des Nations de lutte contre la drogue et le crime. Voilà, c'est comme ça qu'on le dit. Donc, M. Patuel, je vous donne la parole pour vous présenter votre communication. Donc, vous avez 10 minutes, comme je l'ai dit tantôt, c'est 10 minutes pile. Voilà. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle François Patuel, je suis le responsable de l'unité recherche à l'Office national contre l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONUDC. Nous avons une petite équipe de recherche basée ici à Dakar qui couvre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, 22 pays environ entre la Mauritanie au nord, le Congo-Brazzaville au sud, le Tchad à l'est et le Cap-Vert à l'ouest. Et je voulais vous présenter en quelques mots les principales conclusion d'un rapport que nous avons sorti il y a quelques semaines sur le trafic de drogue au Sahel, mais également sur la région de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être quelques mots sur la méthodologie tout d'abord, puisque je sais que je m'adresse aussi à des chercheurs aujourd'hui. Nous, en tant qu'ONUDC, nous nous appuyons principalement sur les données officielles des États qui nous sont transmises par le biais d'outils de collecte de données mandatés par les conventions en matière de lutte contre les stupéfiants, notamment le rapport annuel le questionnaire relatif au rapport annuel sur les drogues, qui est un outil de collecte de données qui nous est envoyé normalement tous les ans par les États parties de la Convention, mais aussi sur le Individual Drug Survey, qui est un outil de collecte de données plutôt sur les saisies individuelles significatives, pareil, qui nous sont soumis par les États de manière plus régulière. Il y a des États qui nous renvoient, par exemple, des données tous les 3 mois, d'autres tous les 6 mois, d'autres tous les ans. Au début de cette recherche, qui a bien, nous avions assez dans les prochains jours, mais c'est beaucoup plus difficile de savoir ce qui se passe au niveau de la prévalence de la consommation. Mais en tout cas, en matière de trafic, on a une meilleure idée de ce qui se passe dans la région. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ces conclusions. On a décidé de se focaliser sur 3 drogues en particulier, la cocaïne, la résine de cannabis et les opioïdes pharmaceutiques. On l'a fait pour différentes raisons, notamment parce que la cocaïne est une manne financière criminelle qui est extrêmement importante et qui a donc des enjeux stratégiques importants dans la région par rapport à la cocaïne, même si c'est une drogue qui est finalement assez peu consommée dans la région. La résine également, parce que c'est une drogue qui est plus chère sur les marchés où il y a un vrai trafic transnational qui existe. Et les opioïdes pharmaceutiques pour une raison différente, notamment parce qu'ils sont consommés, eux, très largement dans la région et du coup alimentent le trafic global vers la région. On aurait pu et on aurait dû s'intéresser notamment à l'herbe de cannabis, mais l'herbe de cannabis est principalement produite localement avec une consommation locale. Et du coup, comme notre étude portait principalement sur la criminalité transnationale organisée, on a préféré mettre de côté le trafic de cannabis, d'herbe de cannabis en tout cas. Mais il faut juste pour retenir que si on regarde les chiffres en matière de saisie, mais aussi en matière de consommation, c'est le cannabis qui est l'herbe de cannabis qui est la matière la plus saisie et la plus consommée dans la région. Pour la cocaïne, alors ce qu'il faut peut-être, enfin, les trafiquants de drogue sont des hommes d'affaires et du coup, il faut vraiment avoir une lecture par marché de ce type de produits criminels. Et ce qui se passe dans la région aujourd'hui en matière de trafic de cocaïne s'explique très largement par des dynamiques globales qui créent une opportunité pour la région. Tout d'abord, vous avez ici un graphe qui représente l'augmentation de la production dans les 3 principaux pays producteurs de cocaïne, en Bolivie, au Pérou et en Colombie, et qui montre qu'à la fois les surfaces cultivées avec l'arbuste de la coca augmentent, mais aussi la capacité de production de l'hydrochloride de cocaïne. Et on voit d'environ 800 tonnes en 2013, on est passé à plus de 2000 tonnes d'hydrochloride de cocaïne
produite chaque année. Cette tendance continue d'augmenter aujourd'hui. Si cette cocaïne elle est produite dans ces trois pays, Bolivie, encore une fois, Pérou et Colombie, évidemment, c'est pour être vendue. Elle n'est pas juste stockée ensuite là-bas et détruite. Elle est destinée à être exportée et vendue. Et elle est notamment vendue vers l'Europe, qui est le deuxième marché de consommation de la cocaïne. Ici, vous avez l'évolution des produits de la cocaïne qui sont retrouvés dans les eaux usées dans les principales capitales européennes. Et on voit que le volume de ces produits dans les eaux usées a considérablement augmenté lui aussi entre 2012 et 2022, ce qui montre qu'il y a une augmentation de la cocaïne qui est substantielle en Europe. Donc, d'un côté, une région productrice, une autre région qui est une région de consommation. Et évidemment, entre ces deux régions, vous avez l'Afrique de l'Ouest. Alors, l'Afrique de l'Ouest est une zone de transit, mais je vais relativiser ça dans quelques secondes. Mais c'est une zone de transit importante et c'est une zone qui prend de l'importance, notamment dans le transit. Si vous regardez des saisies qui sont faites, par exemple, dans le golfe de Guinée, il y en a plus. Il y a à la fois plus de saisies dans plus de pays, mais les volumes saisis sont également beaucoup plus importants. Il y a encore quelques mois, il y a une opération qui a été coordonnée par le Maroc qui a abouti à la saisie de 10 tonnes de cocaïne dans les eaux internationales dans le golfe de Guinée. Il y a aussi des saisies significatives qui sont faites, par exemple, au Cap-Vert, 9,5 tonnes en 2022, il y en a eu au Sénégal, vraiment tout le long de la côte. Et ça, c'est important. C'est pas juste la Guinée-Bissau, comme on a parfois tendance à le penser, qui est un territoire qui est exploité par les trafiquants, mais c'est vraiment toute la côte qui est touchée. La majeure partie de cette cocaïne remonte ensuite par la voie maritime, soit directement vers les ports européens, soit par la Méditerranée. Mais ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi, et ça c'est vraiment la première fois qu'on a des éléments tangibles qui indiquent ce phénomène, c'est qu'il y a une route qui prend de l'importance, qui est la route sahélienne. Entre 2015 et 2020, il y avait environ 15 kilos par an qui étaient saisis par les agences d'application de la loi au Sahel. On en est à plus de 1,4 tonne en 2022 et en 2023, on sait que si on regarde juste la Mauritanie, on en est déjà à 2 tonnes 3. Donc on sait que cette tendance à l'augmentation des saisies, tant en termes de nombre de saisies et en termes de volume des saisies, qui passe par le Sahel, a considérablement augmenté. Encore une fois, on est passé de 15 tonnes de 2015 à 2020, donc sur 5 ans, la moyenne c'est 15 kilos sur ces 5 ans, à 2022, plus de 1 tonne 4, et 2023, juste pour la Mauritanie, déjà à 2 tonnes 3. Donc vraiment une importance considérable de cette route sahélienne. On avait des suspicions sur ça, notamment dans les années 2000, il y avait une suspicion que le Sahel était utilisé comme voie de transit. C'est la première fois qu'aujourd'hui on voit des saisies aussi significatives. Le deuxième élément qui est perturbant par rapport au trafic de cocaïne, c'est le démantèlement de laboratoires. Et ça, c'est pour nuancer un petit peu le propos que j'ai tenu tout à l'heure, qui disait que voilà, la région est une zone de transit. Aujourd'hui, on voit que la zone Afrique de l'Ouest est une zone aussi de transformation de la cocaïne. Et ça, c'est un phénomène qui est nouveau. On le voit avec le Niger, qui a signalé notamment des laboratoires de transformation de la cocaïne en crack en 2021. Le Sénégal aussi, qui a démantelé un très gros laboratoire à Ngaparou en 2021 avec 675 kilos de cocaïne, plus de 200 kilos d'acétone, donc avec du matériel aussi de laboratoire. Donc ça montre qu'il y avait une transformation vraiment à assez grande échelle à Ngaparou. Et en Côte d'Ivoire notamment avec, dans le cadre de l'affaire qui est encore en procès aujourd'hui, la saisie d'une presse hydraulique, ou enfin la présence d'une presse hydraulique sur les lieux où ont été saisies les 2 tonnes de cocaïne en 2022. Et ça, c'est tout à fait important parce que la région n'est plus du coup simplement une zone de transit, elle est une zone où la drogue prend de la valeur parce qu'elle est transformée dans la région, soit pour être, par exemple, repackagée, soit pour être purifiée. On n'a pas encore exactement les raisons pour lesquelles ces laboratoires existent, mais ces laboratoires ont été démantelés. Il est probable qu'il y en ait d'autres, et ça change la donne. Ça peut aussi indiquer qu'il y a une volonté pour les trafiquants d'implanter d'augmenter le marché local
notamment avec le crack. Ça n'a aucun sens d'exporter du crack du Sahel vers l'Europe, en sachant que le crack est une drogue qui n'est pas excessivement chère et qui serait assez difficile à transporter. Et du coup, la suspicion, c'est qu'il y a une volonté de transformer la cocaïne, qui est un produit plutôt cher, en crack, qui lui est moins cher, et du coup d'augmenter la consommation au niveau local. Rapidement, parce que je sais que mon temps est compté. Merci beaucoup, merci beaucoup. Peut-être juste brièvement sur la résine, on a des dynamiques qui sont similaires avec une drogue qui est produite, qui continue, avec le Maroc qui continue d'indiquer qu'il y a une augmentation de la production, qui passe généralement et traditionnellement par la voie sahélienne. Et on voit ici l'importance de la résine de cannabis pour les réseaux de trafiquants de drogue au Sahel. Si on prend les 24 tonnes qui ont été saisies de résine de cannabis au Sahel entre 2021 et 2022, ça représente 52% de la résine qui a été saisie dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est la drogue où la proportion qui est saisie au Sahel est plus importante que dans tout le reste de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est une drogue qui est significative pour les trafiquants. Deuxième élément pour la résine, c'est une intensification d'une voie maritime. En plus de cette route sahélienne, il y a une voie maritime qui s'est ouverte. Ça explique notamment des saisies qui ont été faites au Sénégal en 2021. Les trafiquants utilisent ensuite les ports, notamment de Cotonou et du Bénin, pour remonter vers le Niger et ensuite vers la Libye. Troisième et dernier marché, mais qui me paraît important de mentionner parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est les opioïdes pharmaceutiques et notamment le tramadol. Longtemps, dans la région, on s'est intéressé aux drogues qui étaient vouées à l'exportation vers l'Europe. Ça répondait aux priorités peut-être des bailleurs, malheureusement. Mais il est important de s'intéresser aujourd'hui aussi aux drogues qui sont utilisées dans la région. Et les opioïdes pharmaceutiques sont principalement les drogues qui sont utilisées dans la région et qui sont importées de manière significative, notamment de l'Asie du Sud, notamment de l'Inde et de la Chine. Juste un chiffre pour être court, il y a 97% des saisies de tramadol en 2021, 97% des saisies globales au niveau mondial de tramadol qui étaient saisies en Afrique de l'Ouest. Donc si vous preniez 97% des saisies, c'était dans la région. Merci beaucoup. Merci, M. Martin. Notre est tout général de la police sénégalaise. C'est le coordonnateur du comité international de lutte contre la drogue. La présentation de M. Diop porte sur la lutte contre les drogues au Sénégal, ampleur et sensibilisation. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à ce colloque international qui est d'une très grande importance. Moi, je vais très rapidement vous présenter la communication axée sur la lutte contre les drogues au Sénégal, répression, ampleur, sensibilisation. C'est vraiment très vaste. On va essayer de mettre le focus sur des éléments qui nous semblent extrêmement importants. D'abord, pour le plan de la présentation, on va d'abord faire une introduction. Ensuite, les actions de lutte contre le trafic illicite, les actions de prévention de l'abus de drogue, les initiatives à caractère transversal, enfin une conclusion. C'est pas ça? Ah. Ça marche pas? Très bien, très bien. Hein? Pardon? Ah bah, voilà. Donc, je vais rapidement rappeler simplement que l'Afrique est devenue la cible vraiment des narcotrafiquants. Parce que là, au niveau de la partie ouest, nous avons un trafic très intense de cocaïne. Ensuite, au niveau de la partie est, un trafic d'héroïne. Et la partie nord, la résine de cannabis, comme l'a dit M. Patrick tout à l'heure. Donc, l'Afrique de l'Ouest, il est établi que c'est une zone de transit sur la route transatlantique de la cocaïne. Vous voyez un peu les saisies qui ont été opérées au Sénégal dans la nuit du dimanche au lundi, la nuit du 19 au 20 mai passé, donc avant-hier.
il y a eu une saisie de 310 kg de cocaïne à Ndayan, dans la localité de Kokoundé. Maintenant, on a des saisies relativement actuelles, comme les 18 kg de cocaïne, le 14 mai, les 1137 kg, donc une tonne de cocaïne, le 14 avril 2024. Et la liste là, si on la poursuit, c'est vraiment la grande, c'est une grande préoccupation. Mais ce n'est pas seulement des saisies. Mais c'est vrai qu'il y avait une saisie qui a été faite. Ça concerne justement les 675 kg de cocaïne et 200 kg de acétone. Ça atteste quand même de l'existence de laboratoires clandestins. C'est la même chose pour l'éphédrine qui est saisie dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ça atteste de la fabrication donc de méthamphétamine. Ouais. C'est bon? On n'a pas eu. Si, c'est bon. Si vous pouvez m'aider. Aide-moi à faire la présentation. Bon, je vais passer sur les causes et les facteurs favorisants pour attaquer directement vraiment les gros problèmes, à savoir les initiatives qui sont faites au niveau du Sénégal par rapport à la répression, donc la distribution de l'homme, donc tout ce qui concerne le trafic illicite. Et ça, on va justement retenir qu'au Sénégal, c'est déjà à l'image de tous les pays du monde, hein, le trafic illicite de stupéfiants est incriminé. C'est les articles 95 à 103 du Code de drogue. Et mieux encore, on a donc la loi de 2007-09 du 27 décembre 2007 qui aggrave justement les sanctions. C'est pourquoi on dit que maintenant c'est criminalisé. Naturellement, il y a la proportionnalité des peines, parce que les peines varient selon la gravité de l'infraction. Il y a des causes d'atténuation, des causes d'exemption. Si par exemple quelqu'un a justement aider justement à ce que l'infraction ne se réalise pas, là, effectivement, il y a des causes d'exemption. Il y a aussi des unités spécialisées qui sont mises en place au niveau des frontières, mais aussi, et ça c'est très intéressant, c'est la promotion du développement alternatif. Le développement alternatif, ça consiste simplement à, disons, favoriser les cultures de substitution à la culture illicite de cannabis. Sur le plan de la prévention, naturellement, la consommation est effectivement réprimée. On a aussi la disponibilité des substances à des fins médicales et scientifiques. Ça, c'est extrêmement important, mais surtout, il faut veiller justement à ce qu'elles ne soient pas détournées vers des marchés illicites. Naturellement, il y a aussi toujours, comme pour le cas du trafic, l'exonération de la peine. Mais là, c'est trois conditions cumulatives, à savoir la personne à moins de 18 ans, la personne mise en cause n'est pas en état de récidive, mais aussi elle fait une déclaration solennelle devant le tribunal de ne pas recommencer justement cet acte-là. Naturellement, il y a l'injonction thérapeutique qui consiste en justement une injonction faite par le juge au consommateur de drogue, justement qui accepte, s'il accepte de se faire traiter médicalement, de ne pas encourir la condamnation. Il y a aussi une formation en addictologie qui est organisée avec le DU en addictologie, mais aussi, il y a aussi un guide de prise en charge des addictions, un guide de prise en charge des consommations, des consommateurs de drogues injectables. Naturellement, la prévention est renforcée à travers le module sur les drogues, développé au niveau du moyen secondaire, mais aussi la plateforme Internet pour accroître la connaissance des jeunes sur les produits addictifs, la formation des organisations de la société civile, le renforcement des capacités des organisations comme le centre Jacques Chirac à travers la réhabilitation des locaux, mais aussi la décentralisation de la prise en charge
de l'addiction à travers les antennes de Thiaroye, de Kaolack, de Mbour et de Mbacké. Actuellement, il est mis en place effectivement un programme de réduction des risques, mais c'est sûr qu'il faut effectivement avoir un cadre juridique approprié pour ne pas exposer donc, les personnes qui sont chargées de cette initiative. Non. C'est pour le président. Attends, si pour arrêter ceux qui ont tendance à dépasser. Ou bien, je Non, c'est bon. Merci. Il vous reste pas beaucoup de temps, il vous reste 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Maintenant, sur le plan des initiatives à caractère transversal, il faut juste relever qu'il y a un plan stratégique national de lutte contre la drogue qui a été développé pour la période 2016-2020 et qui a été renouvelé pour la période 2021-2025. Et je rappelle que ça, c'est une instruction du chef de l'État. Et ce plan stratégique, après son élaboration, a été effectivement approuvé par le Premier ministre. C'est véritablement un instrument de politique publique. Il y a aussi le renforcement des capacités des acteurs. Ça, c'est les forces de défense et de sécurité, les structures de prise en charge médicale, les organisations de la société civile. Mais il faut aussi noter qu'on a effectivement fait des formations et des sensibilisations des magistrats sur l'application de l'injonction thérapeutique, mais aussi des députés de l'Assemblée nationale pour la mise en place du réseau des parlementaires de lutte contre la drogue, aussi des journalistes et même des pages de nouveau. La recherche occupe une place centrale, surtout dans le deuxième plan stratégique 2021-2025. Et ça, nous sommes en train de travailler sur comment mettre en place un traitement de substitution au cannabis. Je crois qu'il y a des efforts considérables qui ont été faits dans certains pays. Et je crois que le plan climatique pourra aider le Sénégal, avec la coopération scientifique, de pouvoir justement mettre en place, disons, une unité de recherche très poussée. La dimension genre aussi, c'est quelque chose de fondamental. En atteste, par exemple, l'organisation d'une journée par métro chaque année à l'occasion de la Semaine nationale de sensibilisation, mais aussi l'approche basée sur la santé publique et le respect des droits humains. Ça, c'est vraiment le caractère transversal même de toutes les politiques en matière de drogue au Sénégal. L'approche inclusive et participative, ça, c'est à tous les niveaux. D'abord, l'élaboration du plan stratégique, la mise en œuvre, mais aussi l'évaluation. Et la coordination nationale se fait d'abord sur le plan stratégique à travers le comité interministériel de lutte contre la drogue, dont la mission principale est de définir la politique nationale de lutte contre la drogue, mais aussi l'OCDIS qui a fait une coordination opérationnelle. La coopération internationale se fait justement à travers les opérations conjointes, les enquêtes, mais aussi sur le plan pénal international à travers l'enquête judiciaire et aussi l'extradition. La communication, je crois que ça aussi, c'est extrêmement important. C'est le quatrième axe stratégique du plan. Et justement, on a développé une stratégie de communication, un plan de communication, mais aussi, il y a aussi une production du film institutionnel sur le site, où effectivement tous les acteurs concernés interviennent. Bientôt, ça sera diffusé. Et en conclusion, je crois que c'est important de dire qu'il est important aujourd'hui d'accorder une place centrale à certaines infractions émergentes, surtout la création de nouveaux modes séparatoires, l'émergence de nouvelles substances psychoactives, la vente de la drogue sur Internet, et établir formellement les liens entre trafic de drogue et de politique de criminalité. Et je crois que ça, c'est important, c'est de favoriser une coopération internationale policière, mais aussi judiciaire. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci.
Ceci ne sera pas ici. Je vous remercie, monsieur le modérateur, chers collègues, chers amis. Bonjour. Donc, je voudrais m'associer aux remerciements et félicitations qui ont été précédemment exprimés par des collègues qui sont déjà intervenus, même si je ne devrais pas étant co-organisateur de ce colloque. Mais je le fais quand même parce que le travail colossal a été fait pour nous permettre de nous retrouver cette jour-ci. Alors, je voudrais, dans le cadre de cette communication, donc, qui porte sur le cadre juridique en Afrique de l'Ouest et du Centre, m'appesantir sur un certain nombre d'éléments qui sont juste des grandes tendances, des réponses juridiques apportées à la consommation de drogue. Le général Diop est revenu tantôt sur des éléments relatifs à la lutte contre la drogue. Moi, je voudrais mettre l'accent sur les réponses juridiques à la consommation de drogue, pour voir un peu quels sont les cadres qui sont mis en place par nos différents législateurs pour permettre des réponses à la consommation de drogue. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, nous le savons, il y a des débats au niveau international sur la nécessité ou non de légaliser, de dépénaliser ou de décriminaliser la consommation de certaines drogues. Le dernier exemple qu'on a eu, c'est l'Allemagne qui a décriminalisé la consommation de drogue à titre festif. Ces débats ont également cours en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et justement, quelles sont un peu, quand on envisage les législations, les réponses qui sont apportées? Deux constats peuvent être faits qui traduisent deux tendances en conformité avec les discussions actuelles. C'est que d'abord, aujourd'hui, quand on envisage les législations, on constate qu'il y a une résistance d'une logique répressive à la consommation de drogue. Les réponses que l'on rapporte à la consommation de drogue tendent à réprimer la consommation de drogue. Le général en a parlé tantôt. Cette résistance de la logique répressive prend deux formes. C'est d'abord de considérer l'emprisonnement comme la principale réponse à la consommation de drogue et en même temps de minimiser le recours à d'autres sanctions, à d'autres mesures qui sont prévues dans nos législations. Quand on envisage l'emprisonnement, le constat que l'on fait, c'est qu'on privilégie dans nos différentes législations. Vous prenez quasiment tous les pays d'Afrique de l'Ouest, tous les pays d'Afrique centrale, on privilégie ce qu'on appelle un réseau sécuritaire qui fait prendre au consommateur de drogue, que l'on considère dès le départ comme un délinquant, qui lui fait prendre donc un circuit répressif qui le met en face et en confrontation avec la police, le juge et la prison. C'est le circuit privilégié que l'on utilise pour répondre à la consommation de drogue. Même si, bien évidemment, dans nos législations, on prévoit la possibilité d'avoir des bifurcations vers un circuit de réponse médico-sociale. Mais le constat que l'on fait, c'est qu'on utilise rarement ces réponses-là. Les réponses médico-sociales sont rarement utilisées. Le général en a parlé tantôt. Nous avons la possibilité pour le juge de prononcer une injonction thérapeutique, c'est-à-dire de contraindre l'usager de drogue à suivre un parcours médical pour que son addiction soit prise en charge. Malheureusement, il n'y a aujourd'hui, quand on envisage le droit sénégalais et la plupart de nos législations, il n'y a aucun dispositif qui permette au juge d'interagir avec un médecin pour lui dire « j'ai en face de moi un usager de drogue, je veux que vous le preniez pour un traitement médical ». Aujourd'hui, on n'a aucun dispositif pour le faire. L'autre aspect, c'est qu'on a prévu des sanctions pécuniaires. Mais ces sanctions pécuniaires sont rarement mises en œuvre ou alors lorsqu'elles sont utilisées, elles sont toujours utilisées en complément de la sanction d'emprisonnement. Donc le constat aujourd'hui, tant du point de vue de la législation que du point de vue de la pratique, c'est de privilégier un réseau sécuritaire avec quelques publications pour permettre une prise en charge médicale et aussi favoriser une réinsertion. Justement, ces éléments-là
la prise en charge médicale, la réinsertion, traduisent aujourd'hui également des tendances qui relèvent de la poussée de l'approche fondée sur la santé d'une part et d'autre part sur le respect des droits humains. Je voudrais prendre deux exemples au niveau de la sous-région pour illustrer ces tendances-là. La première tendance, c'est l'introduction de la RDR et de dispositions législatives et réglementaires relatives à la réduction des risques. Deux exemples africains dans la sous-région, c'est la Côte d'Ivoire et le Ghana. Aujourd'hui, quand on prend la réforme, la nouvelle loi ivoirienne, on a des dispositions légales sur la RDR. Même si, bien évidemment, on a une définition de la RDR, mais cette disposition doit être complétée par des textes d'application, des décrets qui doivent justement définir un peu quels sont les services de RDR, de réduction des risques qu'il faut proposer, qu'il faut mettre en œuvre, quels sont les acteurs et les activités de réduction des risques qu'il faut mettre en œuvre, et surtout, quelle protection on va mettre en place pour les intervenants au titre de la réduction des risques. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de disposition légale précise pour dire voilà les services, voilà les activités qui peuvent être menées au titre de la réduction des risques. Et donc, si on prend le cas du Sénégal, on en a parlé tantôt, on a le CEPIAB avec des antennes dans différentes régions, mais il n'y a aucune base légale. Ce n'est que la tolérance, en fait. C'est une tolérance administrative ou juridique qui permet à des acteurs de pouvoir offrir à des consommateurs de drogue des services de réduction des risques. Mais du point de vue strict de la loi, ce sont des activités illégales. Mais on tolère parce que justement, il y a une dimension santé publique dans l'offre de services et d'activités RDR. La deuxième tendance qui révèle également une poussée de ces approches nouvelles, c'est ce que j'appelle la désescalade dans la sanction pénale. Le débat a cours de savoir s'il faut dépénaliser, décriminaliser ou légaliser. En réalité, le mouvement ou les mouvements que l'on constate dans les législations qui ont procédé à des réformes, à des modifications, c'est des mouvements de dépénalisation, c'est-à-dire c'est des mouvements de réduction de la sanction pénale. Par exemple, en Côte d'Ivoire, les sanctions sont passées de 1 à 5 ans à 1 à 6 mois avec la dernière réforme pour la consommation. De 1 à 3 ans à 1 à 6 mois, voilà. À 3 mois, justement, à 3 mois pour la consommation. Vous voyez que la réforme, la baisse de la sanction prévue, elle est extrêmement importante. La Côte d'Ivoire avait les sanctions les plus sévères en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a les sanctions les plus souples, les plus douces. Parce qu'on passe de 1 à 6 mois. Mais on a également l'exemple du Ghana, où là, carrément, on est passé de la sanction pénale à la sanction civile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur de drogue ne fait plus de prison, mais en fait, on a prévu une amende civile, tout simplement. Et là également, c'est des tendances qu'il faut mettre en évidence. Juste pour terminer, dans cette logique-là, au Sénégal, on a réfléchi sur une réforme, une révision de la loi sur les drogues, pour justement aborder également, envisager ces réformes-là, ces mouvements de dépénalisation et d'introduction de la réduction des risques. Mais comme l'a souligné tantôt le général, dans le cadre du plan stratégique de réponse aux drogues, il n'y a pas encore eu de mise en œuvre de cette réduction-là. Mais on espère que justement le Sénégal va s'inscrire dans cette tendance internationale de réduction ou de révision des réponses à la consommation de drogue pour déprisonnaliser la sanction. Nous pensons, et je crois que nous tous ici, nous sommes d'avis sur cette question, qu'un consommateur de drogue, notamment un consommateur de drogue addict, un malade donc, n'a pas sa place en prison, mais plutôt auprès d'un médecin qui pourrait le prendre en charge. C'est les quelques éléments que je voulais partager avec vous. Respecter le temps imparti. Le présentateur suivant est Idrissa Ba. Saba est psychiatre, addictologue, et il coordonne le centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar. Sa présentation porte sur l'offre de soins pour les personnes qui utilisent les drogues,
en parenthèse, prise en charge et réduction de risques. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher maître. Permettez-moi d'abord de féliciter le comité d'organisation et le comité scientifique, ainsi que tous les participants qui ont vraiment tenu à prendre part à cette importante rencontre, et aussi tous les partenaires qui ont permis la réalisation de cette activité, de cette importante activité. C'est très difficile de parler à la suite du professeur Nissan, mais je pense qu'il a campé le cadre juridique, parce que c'est le cadre juridique qui devrait permettre mon domaine d'intervention. Mais comme il a dit si bien au Sénégal, c'est vrai qu'on a entamé un processus de réforme, le général est là, un processus de réforme, comme l'a si bien réussi la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas encore validé sur le plan politique. Et donc, nous continuons à fonctionner sous le sceau de l'ancien régime, qui est vraiment de nature très répressive. Mais malgré cela, ça ne nous a pas empêché de progresser. Parce qu'au Sénégal, il y a ce qu'on appelle la tolérance. On tolère beaucoup de choses et on permet, l'essentiel, c'est que la population y tire un grand bénéfice. Donc, pour revenir à ma présentation sur l'offre de soins, en matière de prise en charge de réduction des risques, c'est une activité que nous avons commencé en 2011. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011? En 2011, nous avons fait ce qu'on appelle une enquête biocomportementale de prévalence et de prévalence aussi. On appelle enquête UCSEL, usage de drogue au Sénégal, que tout le monde connaît, et qui a estimé la taille de la population au niveau inactif. Donc, on se dit, malgré le contexte légal qui est assez répressif, il faut faire quelque chose, il faut des interventions au niveau de la communauté, au niveau de la communauté. Donc, ce qu'on a fait en premier, c'est de mettre en place une équipe de terrain et démarrer par la réduction du risque. Au Sénégal, on commence ce qu'on appelle, c'était une recherche qu'on dit opérationnelle. Donc, c'est une recherche qui débouche sur des actions, des interventions. Donc, c'est ainsi qu'on a mis en place une équipe de terrain à qui on a donné un certain nombre de matériels. On n'avait pas en ce moment de seringues, mais c'était des matériels pour d'hygiène, etc., etc. Mais aussi avec beaucoup de messages de sensibilisation, parce qu'on a identifié les risques auxquels les usagers étaient confrontés. Et face à ces risques, qu'est-ce qu'il fallait donner comme message, véhicule, etc. Et ça a vraiment fait tache d'huile. Et c'est ça qui fait qu'il y avait une demande qui émanait. Cette demande, c'était vraiment maintenant, il faut de la prise en charge. On ne va pas se limiter à faire de la réduction des risques seulement, mais faire de la prise en charge. C'est ainsi que nous avons démarré un grand programme de formation, parce que c'était ça aussi qui a été soutenu par Esther en son époque, quand le docteur Karim Diop est là. Beaucoup de formations avec échange nord-sud, sud-sud aussi avec le Maroc, nord-sud avec la France, et qui a permis aussi, avec les focus group qu'on organisait, les discussions avec les usagers, de dire qu'est-ce que vous attendez comme prise en charge, qu'est-ce que vous voulez comme soin. Et c'est là où on a fait le design de la prise en charge. Et on s'est dit, la première chose qu'il faut faire, c'est d'avoir un centre spécialisé. Comment mettre ça en place, ce centre spécialisé? Ce n'est pas de le mettre en psychiatrie, bien que ce soit les psychiatres qui étaient au devant, qui pilotaient ce projet, mais il fallait vraiment le délocaliser physiquement du service de psychiatrie. Donc c'est comme ça qu'on a localisé un espace au niveau de FAN. Et plus tard, on a défini ce que c'est que la prise en charge et on a dit une prise en charge intégrée. C'est pourquoi le nom du CPAT est sorti comme ça, Centre de prise en charge intégré des addictions. Et il fallait mettre quoi comme programme? Donc on s'est inspiré du modèle qui a été préconisé par l'ONU-SIDA, qui est un modèle de réduction de risque avec 9 composantes, avec 2 programmes phares, le programme d'échange de seringues qui était déjà existant. L'autre programme qu'on n'avait pas, c'est le programme de traitement de substitution aux EPS. Et avec l'aide du professeur Barra, qui est toujours le pharmacien-chef de l'hôpital, qui nous a beaucoup
appuyé, et le CNLS aussi, le Conseil national de lutte contre le sida, on a fait un plaidoyer pour que la méthadone soit introduite dans la liste nationale des médicaments essentiels. C'était ça que les usagers avaient préconisé, en tout cas pour ceux qui étaient dépendants aux opiacés, avoir un traitement de substitution. Donc, il nous a accompagnés dans ce plaidoyer et la méthadone a été introduite effectivement. Avec l'appui du CNLS aussi, on a pu consommer le CEPIAC en 2015 et janvier 2015, on a pu démarrer nos activités avec ces 9 composantes. Peut-être si vous voulez, je peux vous décrire les 9 composantes de RDR que nous préconisons. C'est le programme d'échange de seringues, le traitement de substitution aux opiacés, le conseil de dépistage volontaire du VIH, parce que nous intervenons dans le cadre du programme VIH. Et pour ceux qui étaient positifs, ils étaient tous sous traitement antirétroviral et pour CEPIAC aussi. Le programme préservatif, c'est à travers le programme VIH. La vaccination, le diagnostic et le traitement des hépatites, que ce soit hépatite virale B, hépatite virale C, parce qu'on avait vu que dans l'enquête UCSEN que 23% avaient l'hépatite C. La prévention, le diagnostic de la tuberculose, parce que de par leur mode de vie aussi, ils sont souvent exposés par rapport à la tuberculose. L'IEC, je l'ai dit tantôt, mais aussi le traitement des ISC. C'était important parce que c'est une population quand même qui a une sexualité qui est active, mais aussi qui a une sexualité à risque. Donc le CEPIAC, maintenant, l'offre au Sénégal, c'est beaucoup, malgré le contexte légal qui n'a pas été modifié, réformé. Je pense que ce sera vraiment une très belle chose si on parvient à valider cette réforme. Actuellement, nous n'avons pas que le CEPIAC. Nous avons des centres décentralisés. On en a 4 actuellement et bientôt un 5e qui va être fonctionnel. On en a 4. Le premier qu'on a ouvert, c'est à Mbour, l'unité de prise en charge de Mbour, qu'on a ouvert en 2018 et qui fait un traitement exceptionnel de réduction des risques, mais aussi de traitement de substitution aux opiacés. En 2019, nous avons ouvert celui de Thiaroye, l'hôpital psychiatrique de Thiaroye. La coordonnatrice est là aussi. Elle pourra faire peut-être son truc. En 2020, nous avons ouvert l'unité de Kaolack et en 2021, l'ouverture de l'unité de Mbaké, qui est une zone très religieuse aussi. C'était très difficile, mais on a pu quand même réussir à ouvrir une unité là-bas. Et à Ziguinchor aussi, nous avons ouvert, mais ce n'est pas encore fonctionnel. Nous comptons le rendre fonctionnel cette année. Le travail du CEPIAC ne s'est pas limité au Sénégal aussi, parce qu'au niveau régional aussi, nous avons eu à accompagner certains pays, notamment le premier pays qu'on a accompagné, c'est le Togo, où on a accompagné nos amis du Togo dans le cadre du programme OPAL, une unité de prise en charge dans une ville qui s'appelle Kodia-Viakobé. Ils étaient tellement contents qu'ils disent que, bon, on ne va pas chercher à aller loin, on ne va pas aller chercher loin. Ce centre-là, on va l'appeler CEPIAC. On enlève le D, on met K. Ça se trouve dans une ville qui s'appelle Kodia-Viakobé, donc à la frontière avec le Ghana. Et nous avons aussi accompagné la Côte d'Ivoire en 2021, avec le démarrage du programme Méthadone en 2021. Donc au niveau du CASA, ça s'appelle CASA, Centre d'accompagnement et de soins en addictologie. Je pense que c'est bien ça, généralement. D'accord. Et enfin, en 2022, nous avons accompagné le Bénin. Ils ont ouvert le centre aussi en 2021. Ils ont démarré le traitement de méthadone en 2020. Donc voilà, les choses se diversifient. C'est très lent, mais déjà, c'est quelque chose qui se met en place. Bon, peut-être que d'autres pays vont suivre aussi, pourquoi pas le Mali, la Guinée, et voilà, d'autres pays. Voilà, Monsieur le Président, je pense que j'ai terminé avec ma présentation. Donc, j'attends maintenant s'il y a des interventions pour qu'on puisse aller plus loin. Respecter le temps, vous étiez imparti. Nous sommes au terme de cette première série de communication. Alors, je pose la question aux communicateurs. On ouvre le débat en combien de temps? Bien, on enchaîne avec le enchaîne. Bon, donc, on peut donc rejoindre notre place. Voilà, comme ça, j'appelle les autres présentateurs. Ensuite, on va passer au débat. Une fois qu'on aura épuisé toutes les communications. Alors, ceux qui sont appelés, alors il y a M. Ousmane Gaye,
Les médiateurs sont au nombre de 3. Je ne sais pas comment ils se sont organisés. Ils se partagent les 10 minutes. En tout cas, vous avez 10 minutes pour 3 personnes. Donc, chaque personne, 3 minutes. Ensuite, il y a M. Guy Tchandou, et Albert Gauthier. Il nous reste 3 présentations à faire. Donc, Ousmane, une classe, Albert Gauthier, vous êtes débuté au président, et M. Guy Tchandou, de la NSS. Celui qui commence, c'est Ousmane. Donc, Ousmane, vous avez 10 minutes pour vous les faire les autres. Donc, c'est 10. Vous demandez à 10 minutes, ils ont 3 à 10 minutes pour tout le monde. Donc, 10 minutes, sur les 3, chaque intervenant aura 3 minutes pour présenter la communication. Donc, Ousmane, vous êtes comme la présenter. Vous avez 3 minutes. Ousmane, 3 minutes, chaque fois 3 minutes, et Madame Olivier, 3 minutes. Voilà, après la parole, si vous êtes prêts. J'appelle également Aïda Gaye, Madame Fatou Faldia, pour venir vous installer comme ça. Quand tout le monde aura fini, vous allez faire votre présentation. C'est bon? Fatou Fall, bien. Est-ce qu'elle est là, Fatou Fall? Elle n'est pas là. Bon, mettez où vous voulez. Si vous êtes prêts, vous pouvez y aller. Merci. Mesdames, Messieurs, chers participants, chers invités, bonsoir. Permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs de cet important colloque pour m'avoir impliqué. Je vais très rapidement parler du réseau africain des associations et groupes de support de drogue en Afrique de l'Ouest, le RAPASUC, dont j'ai été co-fondateur à Grand Bassam en 2016. Parler très rapidement du contexte, parce que le temps qui nous est imparti est très peu. On avait constaté dans les pays de l'Afrique de l'Ouest qu'il y avait une absence de réseau d'usagers de drogue et même une absence de structure de prise en charge, notamment de traitement de substitution. Le seul pays où cela existait à l'époque, c'était le Sénégal avec le 7e. Une mission de input et de RAPASUC a sillonné le Sénégal, la Côte d'Ivoire, jusqu'au Cameroun pour sensibiliser les associations identitaires d'alors. C'est ainsi qu'on a été conviés en Côte d'Ivoire, en Grand Bassam, pour la mise en place de ce réseau. Ensuite, c'était une formation sur les procédures du Fonds mondial et cela nous a permis de faire ce qu'on a appelé la déclaration de Grand Bassam pour mettre en place ce réseau. RAPASUC, en termes de résultats, a aidé à la prise de conscience des usagers de drogue en Afrique de l'Ouest. Si nous prenons l'exemple de l'association des femmes au Sénégal, si la première étape de leur prise de conscience, c'est le CPF qui a aidé plusieurs de leurs à être stabilisés, on pourrait dire que la seconde étape, c'était RAPASUC qui les a conviés
à Grand Bassam et à Dakar à des formations avant l'accompagnement du docteur Rose André Fay qui les a rendus visibles et enfin l'accompagnement avec ENDA sur financement de Ochoa. Rafasut a permis également à plusieurs de ses membres, dans le cadre du partenariat avec l'Université de Saint-Louis, de participer aux différentes éditions des cours universitaires sur les droits humains et les politiques de drogue. Et parmi les membres de la FASUP, certains ont été même animateurs dans ces différents cours et ont pu faire un véritable plaidoyer. La FASUP a permis également, dans le cadre du renforcement de capacité des associations, de les former sur la gouvernance, la gestion de projets, la mobilisation des ressources et les travaux et le travail en réseau à Dakar. Et a permis également à certains membres de participer à des congrès un peu partout, jusqu'en France. En termes de défi, il faut le dire, c'est l'absence de financement pour l'exécution d'un véritable plan d'action. Nous pensons que pour un réseau sous-régional fort, il faut des réseaux nationaux forts. Or, en Afrique de l'Est, nous constatons l'inexistence. Au Sénégal, quand on sait qu'on a plus de 30 associations et groupes d'autosupport, la pertinence de mise en place d'un réseau national des associations et usagers de drogue est nécessaire. On a longtemps travaillé avec mon frère Omar et je profite de l'opportunité de cette tribune pour lancer un appel à tous les partenaires ici présents de nous accompagner dans ce processus. En conclusion, je voudrais vous dire que ce que nous avons l'habitude de dire, que tout ce qui se fait pour nous n'est pas pour nous, mais pour ce colloque, on ne le dira pas parce qu'on est fortement impliqué. Je vous remercie. Merci. Merci, Franck. J'ai oublié de vous présenter. Le médiateur et membre du réseau Afrique francophone pour le support des usagers de drogue, la FASUP. Madame Adediane prend le relais et la présence des femmes engagées. On va faire sa présentation. Chers membres du comité d'organisation du colloque SIDAF, chers acteurs de la RDR, chers universitaires, communautaires et amis. C'est un honneur pour moi de prendre la parole sur cette thématique aussi importante que l'actualité des femmes en Afrique francophone. C'est un honneur pour moi de prendre la parole sur cette thématique aussi importante que l'actualité des femmes en Afrique francophone. Je ne reviendrai pas sur le contexte actuel des drogues en Afrique de l'Ouest, car cela a déjà été évoqué par les experts avec qui je partage ce panel. Le contexte. Pour répondre aux problématiques liées à l'usage des drogues, les associations d'hommes se sont créées. Cependant, les femmes CDI ont des besoins et une vulnérabilité spécifique qui n'étaient pas prises en compte dans ces associations. C'est pourquoi nous avons décidé de créer la première association par et pour les femmes CDI. Permettez-moi de vous présenter l'association Femmes Engagées. Elle a été créée le 2 novembre 2020, conformément au Code des obligations civiles et commerciales modifié. L'association Femmes Engagées, à but non lucratif, a une durée illimitée et son siège se trouve à la Médina, rue 37, angle Béziagne. Elle compte environ 70 membres de femmes CDI de Dakar. Les missions de l'association, c'est d'accompagner et sensibiliser les femmes CDI et plus particulièrement les jeunes filles sur la RDR pour un changement de comportement.
faciliter l'accès aux services de santé et aux soins appropriés pour une prise en charge effective, contribuer à l'émancipation sociale, à un retour de l'estime de soi et une réinsertion sociale professionnelle, faire la promotion des droits humains pour lutter contre les violences, la stigmatisation des femmes CDI. Un premier pas a été fait avec Enda Santé pour la formalisation et la mise en place d'une dynamique associative. Mais nos besoins et nos ambitions restent nombreux. Nos besoins, une meilleure prise en charge globale, en parenthèse, consultation, traitement, accompagnement et mise à disposition des médicaments. De mettre en place une équipe outreach, de réaliser des activités de prévention sur les IST, VIH, la tuberculose, les hépatites et toutes les problématiques liées à l'usage de drogue. Un accompagnement psychosocial des femmes CDI est une nécessité. Permettre une autonomisation à travers les AGR et une réinsertion socio-professionnelle des femmes CDI. Organiser des plaidoyers pour une révision du cadre juridique et institutionnel pour les femmes CDI. Sachant que les femmes CDI sont décrites comme les plus touchées par le VIH et de multiples discriminations et stigmatisations, notre préoccupation majeure est un engagement impulsif et participatif dans la durabilité et la pérennisation des activités et acquis pour lutter contre les nouvelles infections au VIH, contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs de 395 et les comorbidités liées à l'usage de drogue pour éviter les cas de mort subite des jeunes filles et femmes CDI. Les femmes sont mortes par ignorance, méconnaissance de structures de prise en charge, manque de sensibilisation, faute de prise en charge adéquate, manque de sensibilisation, manque de stratégie d'assistance, tout simplement parce que stigmatisées, marginalisées, discriminées. Sans domicile fixe. Initions des actes pour un changement significatif à la situation des femmes CDI. Les membres fondatrices de l'association engagée ont toujours participé à la recherche, tout d'abord en intégrant l'équipe outreach du CEPIAD. Depuis l'enquête succès, nous avons également soutenu l'équipe Codesox dans les enquêtes de terrain. En tant que médiatrice, nous avons facilité le travail de thèse du Dr Rose André Faye en l'aidant rencontrer des femmes cachées des soins. Nous sommes convaincus de l'importance de la recherche sur ces problématiques. Faire connaître les expériences des femmes apporte du changement et améliore les conditions de vie des femmes. Nous sommes ouverts à participer davantage à la recherche et nous aimerions développer la recherche communautaire dans notre association. Nous remercions tous les partenaires qui ont financé nos activités ou qui mettent en place des activités pour les familles, telles que le CEPIAD, Enda Santé, OCEA, CRCS, ASS, Médicos del Mundo. Nous remercions la volonté de tous les acteurs à aider les femmes, mais pour améliorer la réponse, il faut continuer à promouvoir la recherche sur les données probantes en nous associant, car tout ce qui se fait pour nous, sans nous, est contre nous. Soutenir ces associations dirigées par les femmes pourra contribuer à leur autonomie et à l'accès des services adaptés. Autour de nous, d'autres femmes ont mis en place des groupes de support, tels que l'association REFEC, qui est ici présente, ainsi que les femmes de Bourg. Je vous remercie. Merci, Madame Diane. Le présentateur suivant est M. Mochobi Kadou de l'ASS. L'ASS, c'est l'Alliance nationale des communautés pour la santé et également membre de Coalition Plus. Sa présentation porte sur les avancées régionales, récentes et les perspectives. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Bon, je vais prendre l'autre micro. Merci, Ousmane. Merci, cher professeur. Bonjour. Je vais très rapidement présenter en 5 minutes le thème
sur les avancées régionales et les perspectives en matière de politique de drogue. Tout d'abord, permettez-moi de présenter brièvement l'ANCS, membre de Coalition Plus, qui est l'organisation de la société civile basée au Sénégal et qui a travaillé sur la thématique de la réduction des risques, avec un projet régional par égo dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest qui nous a permis d'avoir des données probantes pour la prise de décision et l'élaboration de politiques et de plans stratégiques au niveau de ces pays-là. Alors, je ne suis pas très fort dans ces technologies. Vous pointez vers l'ordinateur. Alors, je pointe vers le bas. Ici, vers l'ordinateur. Ah, ici. Vraiment, ça ne marche pas. J'aurais besoin d'assistance technique. Voilà, donc vous pouvez faire avancer les diapos parce que une bonne partie de ma présentation a été abordée par le professeur Bissal, que je salue et remercie aussi. Allez-y. Je vais aller directement sur. Allez-y encore. Voilà, c'est une nouvelle tendance au niveau de l'Afrique. On assiste à une évolution qui est très lente quand même au niveau juridique, mais des politiques beaucoup plus globales et axées sur la santé et les droits humains. Les pays de l'Afrique de l'Ouest, de manière générale, reconnaissent l'importance des droits de l'homme et de la santé publique. Le plan d'action de l'Union africaine est un plan aussi progressiste qui intègre la réduction des risques, l'engagement de la société civile, mais aussi des alternatives aux sanctions, comme cela a été dit tout à l'heure par le professeur et le général, où à la place de la sanction, il est possible maintenant dans beaucoup de pays de proposer des alternatives à la prison pour éviter justement cet adage qui dit que la place des personnes qui consomment des drogues n'est pas la prison, mais il doit y avoir des alternatives. La réforme aussi prévoit, nous attendons toujours l'adoption de la loi, la nouvelle loi, en tout cas le code des drogues, sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Les tendances, il y a aussi la fourniture de la naloxone contre les suicoses, la fourniture de programmes dédiés de seringues, pratiquement beaucoup de pays, même s'il n'y a pas une loi spécifique, sont en train de le faire dans le cadre de la réduction des risques. La culture du cannabis à des fins médicales et industrielles aussi est une nouvelle donne qui arrive, notamment au Maroc, où on a vu récemment le Maroc légiférer sur cette question. Donner la priorité à l'accès à la disponibilité de médicaments essentiels pour soulager les douleurs, ça aussi c'est une nouvelle tendance qui arrive au niveau de nos pays. Le Ghana, je l'ai dit tout à l'heure, je parlais aussi du Maroc, je pense que vous pouvez passer sur ces diapos-là. Allez-y. Des exemples de réformes, donc ça aussi je pense parce que je suis en dehors de la région Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, on a vu tout ce qui s'est passé avec la Cour constitutionnelle qui a statué que la consommation de cannabis soit dans les milieux privés et légaux. Le Kenya aussi qui a une bonne politique, la Tanzanie et le Seychelles aussi ont fait des traitements de substitution. L'île Maurice aussi qui est un modèle dans la région Afrique du Sud. D'accord? D'accord? Le Sénégal, j'ai donné son exemple, la Côte d'Ivoire aussi, vous pouvez passer. Maintenant, il y a des domaines prioritaires que nous avons aujourd'hui pour la politique africaine en matière de drogue, y compris en Afrique de l'Ouest. C'est la mise en œuvre de la sensibilisation sur le plan de l'Union africaine et la position des Nations Unies et aussi aux lignes directrices internationales sur les droits de l'homme et la politique en matière de drogue. La poursuite et l'intensification de la réduction des risques, mais aussi la mobilisation de ressources et de financement au niveau national pour contribuer à mettre en œuvre des politiques de réduction des risques. La décriminalisation, pour nous, les personnes qui consomment des drogues ne devraient pas être systématiquement punies et sanctionnées, amenées en prison. L'accès aussi à des médicaments comme les analgésiques, y compris le tramadol. L'engagement des gouvernements africains et des ONG dans les débats internationaux et régionaux pour faire bouger les politiques en matière de drogue au niveau de notre région. D'abord.
Pour conclure, il faut dire qu'il existe une très grande disparité au niveau de la région de l'Afrique de l'Ouest en matière de politique de drogue. Les pays ne sont pas au même niveau et il n'y a pas une harmonisation et une coordination des politiques de drogue. Les politiques en matière de drogue aussi, ça nous le savons, affectent de manière disproportionnée les personnes marginalisées à raison de leur sexe. Nous avons vu tout à l'heure l'exemple de la présentation de ma sœur. Les femmes sont encore beaucoup plus vulnérables et elles subissent beaucoup plus les conséquences de la drogue, leur origine ou leur statut socio-économique. Nous devons construire des ponts, mobiliser les parties prenantes pour faire des progrès. D'abord, la nécessité d'avoir une inclusion dans la conversation sur les drogues au niveau national, régional et international. Ousmane l'a dit tout à l'heure, il est extrêmement important d'inclure et de prendre en compte les besoins et les aspirations des personnes qui consomment des drogues ou bien qui ont des problèmes avec la consommation de drogue. On ne peut pas faire des politiques en ignorant toutes ces personnes-là. Ils font partie du problème. Ils sont une solution au problème. Donc, nous devons les inclure dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous devons obtenir aussi l'engagement des gouvernements à comprendre et à soutenir la réduction des risques. Dans beaucoup de pays, les gens considèrent la réduction des risques comme un moyen d'encourager la consommation de la drogue, mais c'est le contraire. Et les données scientifiques ont démontré carrément que la réduction des risques est une approche qui permet de contrôler, mais aussi de satisfaire les besoins et les priorités des personnes qui consomment des drogues en matière de prise en charge, mais aussi en matière de prévention et de traitement des autres maladies. Donc, ce n'est pas une approche qui encourage la consommation ou l'utilisation de la drogue. Et enfin, il nous faut des débats constructifs qui mènent à des politiques régionales plus humaines, fondées sur des données probantes. C'est pour cela que c'est très important de faire ce colloque-là et d'exposer les résultats des recherches qui sont en train d'être faits dans le domaine. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Tiandoum. Le dernier intervenant est le docteur Albert Boutengyon, qui est enseignant-chercheur en socio-anthropologie au département de sociologie de l'Université de Dakar. Sa présentation porte sur l'approche des sciences sociales à propos des drogues et des addictions en Afrique francophone. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je commencerai par remercier mon cher ami Massogi Tiandoum qui m'a donné gracieusement 2 minutes. Donc, je vais en profiter. Donc, c'est avec plaisir que je vous fais une présentation sur l'approche des sciences sociales à propos des drogues et des addictions en Afrique francophone. L'objectif de ce colloque est d'encourager la recherche, d'abord pour comprendre les drogues et les addictions en tant que phénomènes sociaux, et ensuite pour agir face aux drogues et en faveur des usagers de drogue sur des bases documentées. Pour ce colloque, nous avons recherché les travaux publiés en sciences sociales sur les drogues et les addictions en Afrique de l'Ouest et du centre francophone, principalement en sociologie, anthropologie, histoire et sciences politiques. La récolte s'est avérée très limitée. En effet, peu d'universités ont des chercheurs s'intéressant à ce sujet. D'après notre enquête restreinte, il n'existe pas d'unité d'enseignement ni de programme scientifique dédié spécifiquement à l'objet drogue, qui est pourtant un fait de société et une préoccupation de santé publique. Les 2 prochaines journées du colloque traiteront en profondeur le thème de l'actualité des drogues et de la réponse vue par les sciences sociales. Pour ma part, je vais tenter ici de brosser les facteurs limitants pour la recherche qui peuvent expliquer la faiblesse de notre collecte, puis les facteurs ou éléments favorables au développement de cette recherche. Un des freins majeurs à toute recherche sur les drogues, quelle que soit la discipline d'ailleurs, est le statut illicite. Il est difficile d'enquêter sur ce qui est caché. Les sources écrites sont limitées, même si la prohibition des drogues est assez récente. Et il faut le rappeler, elle a moins d'1 siècle, puisque les drogues ont été interdites en Afrique de l'Ouest francophone seulement en 1927, dans le cadre de la législation coloniale en application de la Convention de la Haye de 1912.
De ce fait, les personnes qui produisent, consomment ou échangent des drogues ne peuvent pas en parler ouvertement sans risque de sanction. Établir des relations de confiance pour obtenir des informations justes plutôt que des propos de façade et pénétrer le milieu, comme le disent les usagers de drogue au Sénégal, exige donc un temps long, mais aussi un engagement du chercheur et une prise de risque qui peut dépasser le cadre professionnel et que tous les chercheurs ne souhaitent pas. Un deuxième frein est la difficulté à aborder les produits et leurs effets. Habituellement, les sociologues et les anthropologues de la santé étudient les expressions sociales et culturelles de phénomènes biologiques bien définis dans les sciences médicales. Cependant, concernant les drogues illicites, les connaissances médicales ont été limitées par l'idéologie de la guerre contre la drogue, qui interdisait la recherche. De plus, faute d'études toxicologiques de terrain, on méconnaît souvent la composition exacte des produits consommés. Des changements réglementaires et une interdisciplinarité renforcée avec les sciences pharmaceutiques sont nécessaires pour développer une recherche sociale des produits très différents. L'absence de transmission de connaissances fiables dans les systèmes éducatifs et de santé laisse les populations démunies face aux drogues, souvent présentées de manière trompeuse comme source de bien-être. Qu'il s'agisse de drogues illégales ou de drogues légales comme le tabac et l'alcool. Et c'est aussi vrai pour les médicaments, particulièrement les médicaments détournés. Contrairement à l'idée selon laquelle informer sur les drogues incite à la consommation, les sciences de l'éducation montrent que connaître les bases sur un sujet permet d'en parler, de questionner pour savoir davantage, de refuser ou de mieux se protéger. Passons maintenant aux facteurs favorables à la recherche en sciences sociales sur les drogues, sur lesquels nous pourrons nous appuyer. Sur de nombreux autres sujets, le point de vue du médecin centré sur la biologie et celui du sociologue ou anthropologue centré sur la société sont presque opposés. Mais, dans le cas des drogues, les professionnels de santé considèrent, selon le mot d'un pionnier de l'addictologie, professeur Dr. Claude Olivenstein, que l'addiction découle de la rencontre entre un produit, une personne et un contexte. Ce modèle donne autant d'importance aux dimensions collectives qu'à la santé mentale de l'usager et à la composition pharmacologique du produit. Le contexte peut être analysé sous les angles historiques, économiques, géographiques, démographiques, etc. Ce modèle a aussi l'avantage de poser la complémentarité entre nos disciplines et d'imposer des échanges entre les chercheurs. Ces échanges entre sciences sociales et addictologie, entre recherche et intervention, se sont noués très tôt, y compris au Sénégal, ce qui permet de définir ensemble des sujets de recherche pertinents, à la fois pour accroître les connaissances sociales et pour améliorer les interventions sanitaires à partir des résultats. Qu'il s'agisse d'information, de prévention, de soins et de réhabilitation, pour qu'elles soient plus efficaces en termes de santé et de droits humains. Les soins pour les personnes utilisant des drogues ont été développés au fur et à mesure de la prise de conscience du risque infectieux de transmission du VIH et des virus des hépatites chez les personnes s'injectant des drogues. Or, la pandémie du sida a introduit une révolution dans le rapport entre médecins et patients, entre soignants et communautaires. C'est avec cette pandémie que l'expertise des patients basée sur des savoirs d'expérience
s'est développé progressivement, ce qui a permis d'évoluer vers la co-construction avec les chercheurs des projets de recherche dans le cadre de recherche communautaire. C'est donc désormais sur des bases relationnelles solides que nous pouvons engager des recherches en ayant le modèle ou même l'expérience de l'interdisciplinarité entre nos sciences sociales, addictologie et savoir communautaire. Le dernier point qui caractérise notre domaine d'intérêt commun et son évolutivité est la préoccupation face à une circulation croissante des drogues qui constitue une menace supplémentaire. Les chiffres des saisies qui ont été évoqués le justifient. Des drogues qui étaient jusqu'ici peu risquées peuvent devenir très dangereuses dès lors que leur sont ajoutés de nouveaux produits de synthèse. C'est toute la différence entre le cannabis cultivé au Sénégal qui contient moins de 10% de THC et les cannabinoïdes synthétiques comme le Spice ou le K2 qu'on retrouve ailleurs, qui peuvent multiplier ce taux par 5 et plus et dont les effets sur le cerveau sont encore insuffisamment connus. Faut-il classer l'évolutivité du sujet et la gravité de la menace parmi les facteurs favorables ou défavorables à la production de la connaissance? Disons là qu'il s'agit d'un défi. Jusqu'à présent, les sociétés attachaient peu d'importance à la circulation croissante des drogues ou préféraient ne pas la voir. Il va falloir rattraper les connaissances antérieures. De plus, travailler sur des objets changeants, en plus d'être cachés, est très exigeant pour les chercheurs en termes de méthodologie et de ressources. De l'autre côté, cette prise de conscience s'étend au-delà des institutions parmi la population. Par exemple, lorsque le président de la Sierra Leone a déclaré début avril la lutte contre la drogue urgence nationale, à cause des effets de la couche qui avait provoqué des centaines de morts. La demande sociale donc permettra peut-être de définir des politiques et des programmes de recherche sur les drogues à propos desquels on trouve difficilement des financements aujourd'hui. C'est le moment. Les professionnels de santé ou du social, les acteurs communautaires, les organisations de la société civile et les chercheurs qui travaillent sur ce sujet ont acquis ensemble une culture scientifique commune que, dans notre jargon, nous appelons une communauté épistémique qui permet d'être maintenant de développer de la recherche vue d'en bas, plus juste et plus en rapport avec les besoins locaux pour orienter les interventions, les stratégies et les politiques. Et puisque je suis le dernier intervenant de ce panel, je rajouterai que ce colloque devrait faire reconnaître une fois pour toutes que les recherches sur les drogues ne visent pas à promouvoir les drogues, que comprendre n'est pas défendre, mais que les chercheurs en sciences sociales produisent des connaissances qui contribuent à protéger les personnes et les droits humains, la santé publique et la diversité culturelle. Je vous remercie. Merci, docteur Dubois. Comme le cadre des communications politiques au programme, on peut féliciter tous ceux qui ont présenté les différents orateurs. Je vais vous donner à Alice. On bloque une session de combien de temps? 5 minutes. 30 minutes. Alors, on a largement le temps. Je rappelle également aux participants que les différentes présentations seront postées sur le site du colloque et que elles seront accessibles à tous les participants. C'est également une chance pour ceux qui ont raté cette conférence, mais aussi ceux qui sont là et qui n'ont pas suivi les communications et qui ont fait des questions à poser, qui ont fait des projets avec les adresses email donc les différents intervenants. Ça également, c'est une opportunité que le colloque va faire. Alors, on va ouvrir une liste. Nous parlons les noms de ceux qui veulent intervenir pendant 30 minutes.
Mais ceux qui vont intervenir, c'est pour poser des questions. Je ne vais pas vous poser la parole. Poser rapidement vos questions. Si c'est des contributions, il faut y aller très vite. On puisse tout terminer avant 18 heures. Voilà. Qu'est-ce qui m'aide à prendre le nom des intervenants? Je ne sais pas de la porteur. Donc, tu prends les noms moi-même. Alors, tu veux intervenir, tu prends les noms. Oui. Monsieur? Charles. Bonsoir. C'est Charles. Oui. Prends la parole. Bayon. Ok, là, on va répondre. Nous avons maintenant au Bénin. Je voudrais demander la place de la recherche. Quelle est finalement la contribution de la recherche aux stratégies proposées? Si nous savons qu'il faut agir sur les causes sous-jacentes. Tous les pays ont opté pour la, j'emprunte le terme de professeur Ngom, dévisionnalisation de la consommation. Est-ce qu'on n'est pas dans un contexte, ce qu'on appelle en anthropologie, des modèles voyageurs? Qu'est-ce qui sous-tend vraiment cette stratégie que tous les pays adoptent à la fois de façon cascadée? Est-ce que vraiment nos stratégies se fondent vraiment sur des résultats de terrain, des contextes? Ma deuxième question, quelle est la contribution de la médecine traditionnelle dans la réponse au trafic et à la consommation des drogues? Parce que personnellement, je n'ai pas du tout eu l'occasion de travailler sur les drogues. C'est une occasion pour moi d'en apprendre davantage sur les pays qui ont l'expertise comme le Sénégal, comme le Burkina Faso, comme d'autres pays de la sous-région. Merci. Enfin, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à ce colloque. Merci beaucoup, professeur. Je suis enseignant. Je suis secrétaire général du comité international de lutte anti-drogue de Côte d'Ivoire. Et je voudrais dire que je remercie les organisateurs, remercier le professeur Ngom qui est intervenu tout à l'heure. Je voudrais dire, c'est vrai, nous avons, pour le cas de la Côte d'Ivoire, il y a de 1 à 3 mois comme punition. Mais depuis que la loi a été adoptée en juin 2022, personne n'est parti en prison pour l'usager. Ça, je peux rassurer tout le monde. C'est juste un plateau en présent. Même déjà devant l'officier de police judiciaire, on demande si tu veux aller en soins. Alors, le procureur de loin instruit un médecin qui vous reçoit et qui lui fait des rapports réguliers. Parce qu'il y a ce que nous avons appelé unité médico-judiciaire. Et cette unité médico-judiciaire, qui est donc dans le décret d'application de la loi, permet d'écouter et de prendre en compte, de prendre en charge le malade. Aussi, je voudrais dire que par rapport à cela, c'est par rapport à l'état du malade. Est-ce qu'il est en primo-consommation, c'est un usager usuel, ou alors c'est un addict? Vous voyez qu'en fonction des états, il y a une prise en charge qui est dispensée pour le malade. Donc ce n'est pas tout azimut.
on le fait. Et la réduction des risques, comme le professeur Ngom l'a dit, c'est vrai, aujourd'hui, il y a la méthadone à Abidjan, il y a la méthadone à Santiago et la méthadone dans la grande prison d'Abidjan. Donc, on aura l'opportunité, s'il y a, j'ai donné une copie de la loi au professeur, dans l'exposé des motifs, il est clairement dit que l'usager des drogues était malade et non intelligent. C'est écrit là. Et ça permet donc de poursuivre et de prendre en charge. Les études et la recherche, parce que le jeune homme qui est ici a fait sa thèse sur les drogues et c'était compliqué quand il était fait en 2017. Et il fallait avoir une autorisation du procureur pour pouvoir circuler avec les produits. Aujourd'hui, c'est terminé. Et ce que je veux dire, en fonction de la quantité qu'on prend avec vous, si c'est une quantité de consommation, parce qu'on s'est assis avec les usagers, et pour la consommation, je dis c'est 5 doses, la consommation journalière. Si on vous prend que c'est 5 doses, l'officier de police judiciaire vous laisse pas. Mais si vous êtes au-delà de 5 doses, on suppose que vous vendez. Parce que le vendeur a aussi une autre peine. Je vous remercie. Merci de donner la parole à la professeure. Je tiens à remercier les organisateurs de nous avoir conviés ici. Je suis Tchak Yomi, je suis anthropologue en sciences sociales à l'Université de Bali. Je suis également anthropologue au programme national de lutte contre. Je voulais vous remercier. J'ai une préoccupation et deux apports à faire. Je voulais demander au professeur Idriss Abba comment le Sénégal s'arrange au niveau de la commande de la méthadone. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, c'est vrai que nous avons initié le programme méthadone, mais nous avons quelques difficultés structurelles à pouvoir nous ravitailler en méthadone de façon régulière. En 2021, on a vu le Sénégal qui, dans un rapport, notre Sud-Sud est venu en aide à la Côte d'Ivoire lorsqu'on était en rupture de méthadone. Donc, je voulais savoir quelle est la stratégie que le Sénégal adopte pour avoir régulièrement la méthadone. Voilà. Et je voudrais aussi, à travers mon frère Ousmane, lui dire que le réseau Ramassu a été un plus pour les communautés en Afrique de l'Ouest. Grâce à ce réseau-là, notre association Parole autour de la santé est devenue un modèle au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons la caution de toutes les autorités. Aucune réunion portant sur les usagers de l'ordre ne peut se tenir sans associer Parole autour de la santé. Et notre président, qui est en même temps membre président de RAPASU, vient d'avoir le prix international de réduction des risques d'Oravich. Donc, elle ira en Grèce dans le mois d'octobre pour pouvoir faire son témoignage, montrer comment, au niveau local, elle a pu contribuer au changement de perception, au changement de paradigme, pour que l'usager de l'ordre ne soit pas perçu comme intelligent, mais un malade. Après, techniquement, au niveau des spécialistes des sciences sociales, nous avons lutté de sorte que dans le village de formation des anthropologues de l'Université Félix Houphouët-Boigny, on puisse intégrer une anthropologie de la drogue et du sévrage. Donc, c'est un module qui a été intégré à travers mon initiation, à travers l'implication du programme national de lutte contre la drogue, à travers l'implication du comité interministériel de lutte anti-drogue. Et parallèlement à cela, au niveau de la faculté de criminologie, nous enseignons des modules sur la drogue. C'est dire que la réduction des risques bouge, la société bouge, les sciences sociales bougent. Je vous remercie. Bonsoir. Moi, je suis Dr Mario Soumaïla, sociologue, guinéen, directeur général adjoint de l'Institut itinérant de formation et de prévention intégré contre la drogue et haute qualité. Donc, je remercie les organisateurs
d'avoir initié ce forum. Surtout, je remercie tous les panélistes ici présents. Je pense que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les interventions des uns et des autres. Et ce qui est confortant, c'est qu'aujourd'hui, les sciences sociales commencent à avancer dans le domaine de la recherche en matière d'addiction. Nous, en Guinée, toutes les statistiques qui ont été défilées tout à l'heure, personne n'a parlé de la Guinée. Aucune statistique sur la Guinée. C'est une manière de vous dire que nous avons des sérieux problèmes en Guinée. On a des sérieux problèmes parce que un problème de coordination entre les différents acteurs qui interviennent dans le domaine de la lutte contre la drogue. Ce qui fait que nous avons du mal à recenser les informations sur le degré ici présent, à faire beaucoup d'efforts pour que à la fois la police, la gendarmerie et autres services, y compris la société civile, et nous les chercheurs puissions avoir un cadre où on peut avoir les statistiques qui nous font au niveau de la Guinée, mais jusqu'à présent, nous avons du mal à le faire. Donc, certainement, nous allons bénéficier des expériences des uns et des autres pour voir dans quelle mesure nous pouvons implémenter cette expérience en Guinée. Deuxième chose, j'ai beaucoup aimé l'intervention du dernier intervenant. En matière de recherche, la Guinée aussi, nous sommes beaucoup en retard. Mais c'est l'un des rares pays également qui a un institut en matière de recherche, de prévention et de formation contre la drogue. Et vous savez, la recherche est moins financée. Et par conséquent, nous venons de publier au niveau national, avec une bonne étude, avec soit des méthodes qualitatives ou quantitatives, sans mettre en parallèle l'aspect toxicologique, ça devient un problème. Souvent, lorsqu'on publie les résultats, les gens ont tendance à dire ce sont juste des recommandations sociales sur le plan scientifique. Le fait de ne pas faire une analyse toxicologique, souvent met en brèche la conclusion auquel nous sommes arrivés. Donc, puisque nous sommes tous quasiment des chercheurs, j'aimerais savoir quel crédit aujourd'hui il faut donner aux résultats des études en sciences sociales dans le domaine des addictions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je suis le professeur Jean-Luc Psychiatre, santé publique et chef de la division santé mentale au ministère de la Santé. C'est un moment important et c'est l'occasion de féliciter les organisateurs CRCR, IRT, UTAC, CPIAC et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle manifestation. Donc, nous sommes en 2024. Ça fait 10 ans après la mise en place du CPIAC en 2015. C'était basé sur des études de 2011. Je pense que c'est un moment important pour nous. Le ministère de la Santé, les présentations, nous avons vu que le général Matar Diop a parlé des nouvelles approches, des difficultés que l'on a actuellement, que ce soit sur le trafic, sur les moyens d'accompagnement. Nous avons vu qu'on dit qu'au Sénégal, il y a des déficits institutionnels. Donc, c'est un appel fort que l'on donne au nom du ministère de la Santé. Pour se battre, je pense que c'est l'occasion de s'asseoir et de voir le Sénégal, où est-ce qu'on va. Je pense que nos amis de la Côte d'Ivoire, ils ont fait des choses. Peut-être on était devant, mais actuellement, ils ont beaucoup avancé. Et pour ça, je vous remercie. Vous nous avez invités à Abidjan avec une belle cérémonie. Nous avons vu ce que vous faites. Mais nous aussi, on veut améliorer. Je pense que Professeur Ba a expliqué beaucoup de choses qu'on fait au Sénégal. Mais il faut qu'on aille vers l'avant. Et c'est l'occasion de mettre en place un dispositif national fort. Et on en avait parlé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et à l'issue de cet atelier, à partir de vos conclusions,
nous espérons que ça va nous booster pour aller vers de nouvelles approches et de nouveaux documents institutionnels qui nous permettront que le Sénégal maintienne sa place de référence depuis la création du CEPIAT. Merci. Merci, M. Gueye. M. Gueye, vous avez levé la main. Gueye, c'est vous. M. Gueye, c'est vous. C'est là-bas. C'est là-bas, Gueye. Bonsoir à tous. Je me nomme Salim Batédé, étudiant en biologie à l'Université scientifique de Dakar. Bon, je voulais poser ma question concernant la légalisation des drogues. Comme l'a si bien dit M. Diop, notre société est malade. Et qu'il y a une corrélation entre la consommation de drogue et le comportement des individus. Et si nous légalisons certaines drogues, est-ce que cela ne va pas renforcer notre société? Et nous savons tous que la pénalisation des drogues n'est pas aussi une solution. Merci. Alors, on va peut-être une deuxième liste, mais en attendant, il y a pas mal de questions que je vais poser. Mais l'essentiel des interventions ont porté sur les constitutions. Il y a juste deux questions que je vais poser. L'une, l'essentiel des questions concerne le docteur John. Il y a une question qui concerne le syndrome et une question qui me concerne, parce que c'est la deuxième ambassadeur au Sénégal. Donc, je donne la parole au docteur John. Merci de travailler. Merci beaucoup. Donc, merci de m'accueillir à cette présentation. Cher professeur, je pense que la question de la médecine traditionnelle est intéressante. Et dans le cadre des investigations, donc des enquêtes sociales, il nous a été donné justement de nous intéresser à ces approches, dira-t-on, généralement communautaires, qui ont existé bien avant l'avènement du psychiatre, donc du traitement biomédical, et où on s'est rendu compte que plusieurs consommateurs de drogue, dans la quête de sevrage, ont souvent sollicité des marabouts pour le sevrage, parce qu'ils voulaient sortir de l'addiction. Et on s'est rendu compte de manière spécifique, quand on s'est intéressé à la question, qu'il y avait des lieux privilégiés où ils allaient pour leur sevrage. Nous dira-t-on, le sevrage n'a pas pu être fait comme ils le souhaitaient, parce que tout le temps, au retour à Dakar, ils rechutaient. C'est ce que mon collègue Chandoum appelle le syndrome de Djamnadio. Et donc, mais cela a été important parce que finalement, ces moments hors de Dakar auprès des marabouts, et donc pour le traitement traditionnel, a été redéfini comme des moments de repos et donc de réduction des risques, et qui, pour plusieurs d'entre les personnes enquêtées, leur ont permis de ne pas mourir de la consommation des drogues, parce que quand ils sortaient et qu'ils revenaient, ils reprenaient le pouvoir sur leur consommation qu'ils avaient perdu. Et le lien qui a été fait quand le CEPIAT a été mis en place, c'est que ces lieux privilégiés où ils allaient pour le sevrage ont été reconsidérés comme des lieux potentiels où le dispositif va être redéployé. Le professeur Idrissa Ba a dit que, certes, c'est à Dakar qu'il y a le centre principal, mais il y a des centres secondaires ailleurs. Et dans cet ailleurs-là, c'est qui ont été visités, que nous connaissons tous en sciences sociales. Hein. Tout le temps, on nous pose la question, mais jusqu'où vos données sont-elles valides? Parce que finalement, on se dit que s'il n'y a pas cette complémentarité entre les sciences, on peut avoir qu'une partie des résultats. Nous le savons. Nous allons vers un diagnostic. Et le professeur représentant du ministère de l'enseignement supérieur l'a dit ce matin.
nous commençons par un diagnostic. Et dans ce diagnostic, chacun a son sujet et chacun a sa méthodologie à utiliser. Et les méthodologies utilisées dans ces sciences, ce sont des méthodologies qui sont aussi valides, de telle sorte que les données collectées peuvent servir efficacement à des prises de décision. Je ne reviens pas sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure entre les lieux de sevrage classiques, traditionnels, qui ont été réutilisés, par exemple, quand le CPR a été mis en place, et qu'il devait aussi avoir d'autres sites parallèles pour le traitement des consommateurs. Je vous remercie. Question sur les aspects réglementaires. Je vous remercie. Il y a une question sur la légalisation. Alors, Massoudi Cameroun, que je retrouve avec beaucoup de plaisir, il a dit tantôt, dès le début de sa présentation, nos politiques sont prohibitionnistes. C'est-à-dire que la consommation de drogue, elle est interdite dans toutes nos législations. Et aujourd'hui, au moment où je parle, il n'y a aucun mouvement en Afrique de l'Océan, en Afrique centrale, de demande de légalisation de la consommation de drogue. Il y a un tabou sur cette question. Il n'y a pas de demande de légalisation de la consommation de drogue. Par contre, on va avoir des actions de mouvement de politique criminelle, c'est-à-dire qu'on peut maintenir l'interdiction de consommation de la drogue et jouer sur les sanctions. Les interventions qui ont été faites et les demandes qui sont faites, c'est de revoir les sanctions. C'est-à-dire emprisonner quelqu'un parce qu'il consomme de la drogue n'est pas une bonne solution. La preuve en est que depuis 1970 au Sénégal, on emprisonne des gens. Et on a des sanctions très sévères, cela n'empêche pas les gens de continuer à consommer de la drogue. Cela veut dire que l'emprisonnement n'est pas dissuasif. Il faut voir d'autres solutions. Et aujourd'hui, les demandes qui sont faites, c'est d'abord de décriminaliser, c'est-à-dire de ne plus faire de la consommation de drogue un crime, et ensuite de dépénaliser, c'est-à-dire de revoir à la baisse, ce que j'appelle la désescalade justement, de revoir à la baisse les sanctions pénales qui sont prévues. Mais c'est toujours, et ça, je crois que ça ne changera pas. Personne n'obtiendra dans nos États une légalisation, c'est-à-dire une autorisation, une acceptation légale de la consommation de drogue. Aujourd'hui, il y a un rejet de la consommation de drogue, mais on se rend compte que la réponse prévue, elle n'est pas bonne. On cherche d'autres réponses. Et aujourd'hui, les données que nous avons, tant du point de vue sociologique, anthropologique que médical, nous montrent qu'il est possible d'avoir d'autres réponses qui sont beaucoup plus pertinentes parce que ces réponses ont été envisagées ailleurs, mises en œuvre ailleurs et donnent des résultats. Mais il n'y a pas de mouvement demandant la légalisation de la consommation. Merci. J'ai répondu à la question qui a été posée sur avec l'exemple du Sénégal. Vous avez les 30 minutes, les 5 minutes, il n'y aura pas le temps de poser une seconde liste. Je réponds très rapidement par rapport à la question concernant les difficultés d'approvisionnement avec la drogue. Je l'ai dit tout à l'heure quand je suis simplement la folie, ne sont pas très importants. On n'a pas ces difficultés seulement avec la drogue, mais ici, la viande est très faible. C'est plus intéressant que la centrale d'État, plus Sénégal et la paix. L'autre chose qui a été vue, en fin de compte, c'était de passer par l'hôpital des femmes, où j'exerce un pharmacien chef. Les besoins qui m'étaient exprimés par le programme, qui s'achètent, ont été collectés par la pharmacie de l'hôpital. Ensuite, on a contacté. C'est SDF qui, au départ, nous a mis en relation une série italienne qui s'appelle Montigny. On a envoyé nos besoins à Montigny. Montigny nous a donné une façon parce qu'après, il faut tout un circuit d'utilisation. Et puis, nous avons ensuite une utilisation locale, notamment l'autorité de réglementation pharmaceutique. Quand on a des utilisations, parce qu'on a des éléments pour avoir des utilisations. Là, c'est une étude se fait à l'avance.
Donc, nous, on paie à l'avance tout le mois. Ah. Quand tu paies à l'avance, ou les 2 mois, 1 mois, ça dépend de ce et on anticipe en faisant des commandes de 2-3 ans. Ah. Donc, on a un stock qui nous permet de tenir pendant au moins 2 ans et demi. On s'organise pour avoir des produits avec une bien localisation qui va de 2 à 3 ans. Maintenant, on n'a pas de 10 ans, régulièrement, on a occasionnel, mais le monde c'est le paiement. À l'été, nous ne connaissons pas les acteurs locaux, les équipes, on paie à l'avance. Par rapport aux procédures administratives, c'est une difficulté parce que dans les administrations, on paie après ces extraits. On a la chance, avec le CNRS, qui a des souplesses qui nous permettent de payer à l'avance, participer sur les paiements, faire des paiements, sans difficulté. Je vais vous avez parlé de tout à l'heure. Le gros problème, c'est ça, il faut payer à l'avance. Parce que les fournisseurs, qui sont en Italie, en France, ils ne connaissent pas, il faut insister sur le paiement. C'est la principale difficulté pour le reste, c'est l'autorisation qu'on a facilement. Parce que le programme est reconnu par l'État, a priori, les configurations sont développées sans problème. Je vais conclure. Je pense qu'on va bientôt passer au cocktail. It's about c'est quelque chose qui est très important. Nos autorités, hein, le CNLS notamment et le pharmacien-chef d'avoir accepté vraiment d'appuyer la Côte d'Ivoire. Parce que tout simplement, on s'est dit que mon programme méthadone, quand on commence, on ne doit pas arrêter. Franchement, quand on commence, on ne doit pas arrêter. Si on n'est pas sûr vraiment d'avoir une continuité dans la délivrance et même dans ce qu'on est en train de faire là, la décentralisation, ce n'est pas la peine de commencer. Parce que le jour, nous, on a fait l'expérience avec des patients qui ont arrêté, qui sont sortis du programme, qui ont abandonné, mais qui sont revenus dans des situations catastrophiques. Et quelqu'un qui fait un sevrage à la méthode, c'est quelqu'un que vous ne verrez plus jamais dans le programme. C'est les gens qui sont incarcérés. Donc le risque, c'est de prendre la méthode pour mourir, mais aussi ils vont se dire qu'on va encore avoir des problèmes. Donc ils ne vont pas faire confiance au programme. Donc vraiment, j'invite les autres pays qui veulent s'engager dans le programme méthode. Je l'analyse vraiment avec beaucoup de prudence et d'être sûr que si on entre, on est sûr que là, il y a la continuité. Je lance un appel aussi pour notre pays, parce qu'actuellement, c'est le Fonds mondial qui achète ça. Bon, le professeur m'a interpellé tout à l'heure, mais je pense qu'il faut aussi qu'on pense à ce que l'État du Sénégal prenne le relais par rapport à la méthadone. Au moins qu'ils prennent en charge une partie, parce que le Fonds mondial va se retirer, il se retire de plus en plus. Et après, qu'est-ce qu'on aura comme financement? C'est pourquoi nous, on avait pensé l'institutionnalisation du CPR. On le met dans un service public. Donc l'État peut prendre le relais aussi de partenaires. Voilà, merci beaucoup. Désolé d'avoir sur le fait. Merci pour la contribution. Je pense que pour la réalisation, l'organisation, c'est un autre processus. Il faut envoyer directement sur le ministère de la Santé, parce que le produit est déjà inscrit sur la liste des médicaments essentiels. Donc, maintenant, à commander. On va trouver quelqu'un pour identifier la structure qui va en charge. Ça fait que l'État du Sénégal, dans le cadre de cette politique de gratuité. Et ça, c'est une discussion qu'on va faire ultérieurement avec les autorités. Donc, au terme de cette session, il y a une très grande publique communication. Et je peux d'emblée dire que ce sera très utile. On a eu droit à des communications de très grande qualité, nos factures, avec une participation massive des étudiants de l'hôpital, également de ceux qui sont impliqués dans la lutte contre
les drogues et les addictions. Également, on a eu droit à des communications faites par des unités qui sont impliquées dans la prise en charge. Donc, je voudrais vraiment féliciter les orateurs qui ont abordé pas mal de thématiques, la lutte contre les drogues et les addictions, la prise en charge, les assises communautaires, mais également les assises de charge ont été développées durant cette session. Je félicite les organisateurs, l'IRT, le CRS, le CEPLAC, et je vous souhaite une bonne suite à vos échanges. Je vous remercie.